Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans un livre qui secoue pas mal, La guerre des intelligences du docteur Laurent Alexandre. Ah oui, c'est un texte qui laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Clairement, il pose une question absolument vertigineuse. Est-ce qu'on est à la veille d'un bouleversement total de notre civilisation à cause de l'intelligence artificielle? C'est ça, notre mission c'est un peu de décortiquer ces arguments chocs pour comprendre ce qu'il appelle, je cite, un tsunami technologique. Oui, et ce qui est intéressant dès le départ, c'est que l'auteur nous dit « oubliez la science-fiction ». Le truc a déjà commencé. C'est déjà là. C'est déjà là. Le point de bascule, il le date très précisément. 2012. C'est la révolution du deep learning, l'apprentissage profond. D'accord. Et là, on entre dans une nouvelle ère. Une ère où l'IA, en fait, elle s'éduque toute seule. Elle se gave des montagnes de données qu'on produit tous les jours, sans même s'en rendre compte. Et pour la première fois, ça concurrence plus seulement les emplois manuels, mais bien le cerveau, y compris les métiers très très qualifiés. Exactement. C'est ça la grande rupture. C'est ça qui est complètement fou. On a toujours pensé que l'automatisation, c'était pour les usines, les tâches répétitives. Et là, ce fameux printemps de l'IA de 2012 aurait tout changé. Mais comment il explique ce basculement si soudain? L'IA a quand même stagné pendant des décennies. Alors, il l'explique par une sorte de tempête parfaite. La conjonction de trois facteurs. Le premier, ce sont les algorithmes, les fameux réseaux de neurones artificiels du deep learning. Ok, L'idée n'est pas nouvelle, mais ils sont devenus exponentiellement plus performants. Pour faire simple, c'est un peu comme si on leur montrait des millions d'exemples pour qu'ils apprennent. un peu comme un enfant qui apprend à reconnaître un chat en voyant plein. C'est ça. Sauf que là, l'échelle et la vitesse, ça n'a plus rien à voir. Mais juste les algorithmes, ça suffit pas. Il faut bien quelque chose pour les faire tourner. Et j'imagine que c'est le deuxième pilier, la puissance de calcul. Exactement. C'est le moteur de la fusée. Et là, c'est la fameuse loi de Moore. Cette puissance double à peu près tous les 18 mois. Les chiffres qu'ils donnent sont hallucinants. Ah oui. En 2017, un superordinateur chinois faisait 93 millions de milliards d'opérations par seconde. Attends, c'est un chiffre qu'on peut même pas se représenter. Non. Et pour comparer, le tout premier ordinateur, en 1938, il en faisait une seule par seconde. Une, d'accord. Le saut est abyssal, mais cette puissance de calcul, si je comprends bien, elle tournerait à vide sans le troisième élément, Le carburant, le carburant. Et le carburant, c'est nous. c'est nous. C'est tout à fait ça. Le troisième pilier, c'est le big data. C'est les milliards de données qu'on génère chaque seconde. Nos recherches Google, nos photos sur les réseaux, nos trajets GPS. Chaque clic, chaque action, c'est une micro-leçon qui vient éduquer ces IA. Donc, sans nos données, pas d'IA performante. Aucune. Ces trois éléments, algorithme, puissance et données, sont totalement indissociables. C'est le trio gagnant. Bon, le décor est planté. Mais l'auteur, pour éviter la confusion, il insiste beaucoup sur une distinction entre deux types d'IA, c'est ça? Oui, et c'est absolument crucial pour comprendre où il veut en venir. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'IA faible. L'IA faible. C'est une IA qui est ultra spécialisée. Elle est championne du monde de Go, elle conduit une voiture, elle analyse un scanner, mais elle ne fait que ça. Elle n'a aucune conscience d'elle-même. C'est juste un outil surpuissant. Et pour lui, c'est ça le défi immédiat. Attends, juste pour être bien clair. Quand on parle de cette IA faible, on parle bien de la technologie qui est déjà là, dans nos vies. Exactement. C'est Netflix qui te recommande une série, c'est la voiture autonome, c'est pas de la spéculation. Et c'est là qu'il insiste. Il faut arrêter de fantasmer sur Terminator. L'IA forte. L'IA forte, consciente, qui, pour lui, c'est pas pour demain. Il cite même Yann LeCun, qui est un peu le pape français de l'IA chez Meta. Oui? Et LeCun estime qu'il faudra encore 10 ou 20 ans juste pour que nos assistants comme Siri ou Alexa comprennent vraiment le sens de ce qu'on dit. Alors une conscience. Ce qui est fou, c'est que même cette IA faible, sans conscience, a déjà un impact que l'auteur décrit comme dévastateur, et pas là où on s'y attendait. C'est ça la rupture fondamentale qu'il souligne. Les révolutions industrielles d'avant, elles ont remplacé les muscles. Celles-là, elles remplacent le cerveau. Et pas que les emplois peu qualifiés, c'est ça le point. Non, au contraire, elles s'attaquent de front aux métiers les plus prestigieux, ceux qui demandent des années d'études. Il donne deux exemples qui sont de vrais coups de poing. Le premier, c'est celui de l'orthodontiste. Oui, Un métier respecté, intellectuel, bien payé. Il explique qu'aujourd'hui, le système Invisalign, qui est basé en Californie, analyse des millions de cas avec une IA et conçoit les gouttières sur mesure. et l'orthodontiste local, en France ou ailleurs, il devient quoi? Un simple poseur? Un distributeur? Toute la valeur ajoutée, l'intelligence du métier, hop, elle s'est envolée en Californie. Il utilise l'image de la grenouille qui bout à feu doux sans s'en rendre compte. C'est une image parfaite.
La grenouille pense toujours être orthodontiste, mais sa valeur a été complètement siphonnée par une plateforme. Et le deuxième exemple est peut-être encore plus angoissant, c'est celui du radiologue. On se dit qu'il faut 10 ans d'études, une expertise immense. Oui, mais cette expertise, elle est basée sur quoi? Sur les, disons, 10 000 scanners qu'un très bon radiologue verra dans sa carrière. D'accord. Une IA, elle, peut s'entraîner sur des milliards d'images médicales. Des milliards venant du monde entier. Sa base de comparaison est juste, sans commune mesure. Et les résultats suivent, j'imagine. Il cite une étude où une IA a été 1000 fois plus rapide qu'un généticien pour analyser un cancer du cerveau. 1000 fois. Face à ça, l'expertise humaine seule, elle pèse plus très lourd. Ça veut pas dire que le métier va disparaître demain, mais... Mais son rôle va être bouleversé. Il devra collaborer avec l'IA à la superviser, mais l'analyse brute, ce sera la machine. Et ça nous amène à une conséquence économique énorme qu'il décrit. On va vers une économie où le gagnant prend tout. The winner takes all. Ouais. Ce sont les géants du numérique, les GAFA américains et les BATX chinois. Qui aspirent toute la valeur. Et pourquoi eux en particulier? Parce qu'ils ont les deux mamelles de l'IA dont on a parlé, les données de milliards de gens et les infrastructures de calcul. Personne d'autre ne peut rivaliser. Et l'Europe dans ce tableau? L'auteur est... C'est assez dur. Il est sans pitié. Pour lui, l'Europe est un pays sous-développé du numérique. C'est violent comme terme. Il le justifie comment, Sam? Il dit qu'on a les meilleurs chercheurs, comme ce fameux Yann LeCun, mais on est incapable de les garder. Ils partent tous chez Google ou Facebook. Et il sort cette citation terrible d'une ancienne patronne des patrons italiens. Laquelle? Quand une technologie apparaît, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la régulent. Ouch! C'est cruel, mais ça sonne terriblement juste quand on pense au RGPD et à tout ça. C'est sa critique. On devient des champions pour encadrer des technologies qu'on ne produit pas nous-mêmes. Des consommateurs digitaux qui débattent des règles du jeu pendant que les autres construisent le stade. Face à ce constat, qui est quand même assez sombre, la question qui tue, c'est comment l'humain fait pour rester pertinent dans tout ça? Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus dérangeante du livre. Pour répondre à ça, il met les pieds dans le plat et il aborde un sujet tabou en France, le QI. Ah, le fameux QI. Il affirme, en se basant sur certaines études, que le QI est en grande partie génétique et qu'il est de plus en plus corrélé à la réussite sociale à l'ère du numérique. C'est un point de vue très très controversé. Mais son idée, c'est pas de dire que seul le QI compte. Si, non. Au contraire, il dit que le QI brut face à une machine, ça ne suffira plus. Du coup, il propose un nouvel indicateur, le QCIA. Le QCIA. Le quotient de complémentarité avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est plus d'être intelligent tout seul dans son coin, c'est d'être intelligent avec la machine. D'avoir de la créativité, de l'intuition, de l'empathie. Exactement, tout ce que l'IA, pour l'instant, n'a pas. D'accord? La question devient comment on développe ce fameux QCIA. Le livre explore deux pistes. La première, c'est de dynamiter l'école, carrément. Pour lui, notre système éducatif est un bricolage du 19e siècle complètement inadapté. Il parie tout sur ce qu'il appelle la neuroéducation. La neuroéducation, c'est-à-dire? C'est l'idée d'une éducation ultra personnalisée, basée sur les neurosciences pour comprendre comment fonctionne le cerveau de chaque élève. Voir, et là ça devient sensible, Oui, bien sûr. Sur l'analyse de son génome pour adapter les méthodes d'enseignement. Son analogie est choquante. Bientôt, dit-il, enseigner sans ces données sera aussi absurde que soigner un cardiaque sans électrocardiogramme. L'analogie est forte, c'est vrai, mais elle fait un peu froid dans le dos, non? Analyser le génome d'un élève pour optimiser son éducation, bien sûr que ça pose des questions éthiques énormes. Mais son argument, très provocateur, c'est de dire si nous, les démocraties, on refuse d'explorer ça par frilosité, d'autres, comme la Chine, s'y engouffreront et prendront une avance décisive. C'est une logique de course à l'armement, mais appliquée à l'intelligence. c'est exactement ça. Et dans cette école du futur, il pense qu'il faudrait apprendre quoi concrètement? Il dit qu'apprendre à coder à tout le monde est une fausse bonne idée. Oui, pour lui, c'est une erreur totale. L'IA va très bientôt réécrire le code elle-même, bien mieux que 99% des humains. Essayer de rivaliser là-dessus, c'est perdu d'avance. Il faut miser ailleurs. Il faut miser sur ce qui est purement humain. L'esprit critique, le travail en équipe, la créativité, l'intelligence émotionnelle. Former plus de philosophes et d'artistes que de petits codeurs. Ok, ça c'est la première piste, l'éducation. Mais il dit que si ça ne suffit pas, il y a une deuxième voie encore plus vertigineuse. C'est la deuxième piste, oui, celle du transhumanisme. L'augmentation de l'humain. Voilà, l'idée que si l'éducation ne suffit pas, il faudra augmenter l'humain, biologiquement
et technologiquement. Il prend l'exemple d'Elon Musk et de sa société Neuralink, qui développe des implants cérébraux. Le but de Musk, c'est de fusionner avec l'IA? Pour ne pas devenir, je cite Musk, ces animaux domestiques. Ça paraît tellement fou. Et pourtant, les investissements sont là. Et cette idée d'augmentation, ça mène directement à la question la plus explosive de toutes, l'eugénisme, la sélection d'embryons. C'est le point le plus polémique du livre. Attention, il ne dit pas « il faut le faire », mais il expose le problème comme un enjeu géopolitique majeur. Comment ça? Il cite une enquête qui montre un fossé culturel immense. Seuls 13% des Français seraient favorables à la sélection d'embryons pour augmenter l'intelligence, contre 39% des Chinois. Il présente ça comme un avantage compétitif potentiel énorme pour la Chine. On voit bien comment tous ces sujets, l'IA, l'école, la bio, finissent par redéfinir tout le champ politique. C'est sa thèse finale. Pour lui, le vieux clivage gauche-droite, basé sur la redistribution des richesses matérielles, est en train de devenir obsolète. Et il serait remplacé par quoi? Par une nouvelle opposition. D'un côté, les bioconservateurs, ceux qui veulent préserver l'humanité telle qu'elle, Voilà. au nom de la nature, de la dignité. Et de l'autre, les transhumanistes, ceux qui pensent qu'on a le devoir d'utiliser la technologie pour s'améliorer, pour dépasser nos limites. Et pour lui, c'est ce débat-là qui va structurer toute la politique du XXIe siècle. Du coup, comment il imagine l'avenir? Les scénarios qu'il esquisse à la fin sont pas très optimistes, j'ai l'impression. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier scénario, c'est la course effrénée à l'intelligence. Une nouvelle guerre froide où les nations se battent pour produire les populations les plus performantes. Un monde hyper compétitif. Il y a aussi un risque plus totalitaire, non? Oui, ce qu'il nomme la neurodictature, le risque que des régimes autoritaires utilisent ces technologies pour un contrôle social total. Le 1984 d'Orwell, mais où le parti pourrait littéralement lire dans les pensées. Ça fait froid dans le dos. Et il reste le scénario catastrophe, celui de Terminator. L'IA hostile. Même s'il dit que c'est pas pour tout de suite. Il explore quand même, car à très long terme, on ne peut pas l'exclure. Et son analyse est glaçante. Il dit pas forcément que l'IA voudra nous exterminer. Non. Elle pourrait juste nous considérer comme nous, on considère les animaux. Des êtres inférieurs sans grand intérêt. Il fait une analogie historique terrible. Laquelle? Il dit qu'une super-intelligence pourrait nous voir comme Jules Ferry voyait les peuples colonisés. Des races inférieures à mettre de côté. L'indifférence, parfois, c'est pire que la haine. Waouh. Alors, après ce tour d'horizon assez intense, que faut-il retenir de tout ça, si on devait vraiment distiller le message central de Laurent Alexandre? Le message central, je pense, c'est qu'on ne vit pas une simple transition technologique. C'est une rupture anthropologique, un vrai changement de civilisation. La guerre des intelligences, c'est pas juste une compétition économique, non. C'est un défi philosophique. Ça nous force à nous demander ce que ça veut dire être humain. Quelle est notre place dans un monde où on ne sera bientôt plus les plus intelligents? Tout est à réinventer. L'école, le travail, la politique, l'éthique. Absolument tout. Donc si on résume sa pensée la plus forte, c'est une sorte de paradoxe. Pour survivre à la technologie, notre salut ne viendrait pas de plus de technologie, Mais de plus d'humanité. c'est ça. Exactement. Et ça nous laisse avec cette dernière pensée très provocatrice de l'auteur. Il imagine que dans ce futur où l'IA gérera toute la complexité technique, la compétence humaine la plus cruciale, la plus rare, ce sera plus la technique. Ce sera la compétence politique, éthique, philosophique. La sagesse, en somme. La sagesse. La vraie valeur ne sera plus dans la capacité à créer la machine, mais dans la sagesse de décider quoi en faire. Et il pose cette question pour finir. Et, dans ce monde-là, est-ce que l'ingénieur ne risque pas de devenir le nouveau prêtre? Celui qui détient les clés de notre destin?